Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb aux manettes du podcast À côté de mes pompes et comme tous les vendredis, je vous propose un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, un épisode 100% pratique, axé autour de l'alimentation, mais ça fait partie des facteurs de performance, donc j'y reviendrai juste après. Quelques éléments d'information sur la semaine écoulée. Félicitations tout d'abord à toutes les personnes qui ont pris part à des compétitions la semaine dernière, semi-marathon de Paris, mais je pense également à des trailers du côté de la Black Mountain. Vous avez été formidables sur ces compétitions, étant allé jusqu'au bout des objectifs que vous vous étiez donnés. Et c'est en cela que la course à pied est un élément fédérateur, il y en a pour tout le monde. De la route, du trail, de la piste, à chacun ses objectifs. En ce qui me concerne, la semaine écoulée a été émaillée de quelques doutes. Suite à une grosse séance mardi dernier, j'ai ressenti comme une douleur au niveau de la cuisse. Sur le bas du quadriceps, un petit peu au-dessus du genou, du côté de la rotule, j'avais un petit peu de mal à identifier quelle était cette douleur. C'était une gêne, un sentiment de contracture au niveau des muscles, des ligaments. J'ai donc sorti mon arsenal d'huiles essentielles, mon rouleau de massage, pratiqué des étirements, augmenté la charge en hydratation et jour après jour, j'avais une grosse séance encore dimanche à effectuer à allure spécifique. Elle est bien passée, j'ai pu courir dès le lundi, mardi une autre séance de seuil et hier mercredi, séance avec le club. La douleur était complètement absente, avait totalement disparu, même en montée, parce que j'avais une sensation de gêne lors des petits dénivelés, parce que j'ai pas de gros dénivelés dans la région. Aujourd'hui, les doutes sont chassés et je suis dans de bonnes dispositions quelques jours seulement avant ce semi-marathon du côté de Chartres qui interviendra le 19 mars. Donc à l'heure où je sors cet épisode, je suis à 9 jours de cette compétition qui est l'objectif majeur de ce début d'année 2023. Chartres étant le lieu où j'ai réalisé mon dernier semi-marathon et c'était en 2016. Donc je dirais que la boucle sera bouclée dans quelques jours. Place donc désormais à une phase d'affûtage. La dernière semaine avant compétition est une semaine importante qu'il ne faut pas négliger. Semaine durant laquelle le volume va être drastiquement réduit, l'intensité également. Place au repos pour être dans de bonnes conditions pour prendre le départ de ce semi-marathon le 19 mars prochain. Pourquoi consommer des oméga 3 en tant que sportif ? Eh bien, c'est la question posée à Laurine, naturopathe et fondatrice de Vestiaire Naturel. Cette idée d'épisode est née d'une expérimentation personnelle. Comme je l'avais fait pour le sucre, je me suis interrogé sur les bienfaits de ces oméga 3, ces graisses que l'on a tendance parfois à vouloir refouler, à mettre hors de notre alimentation. Eh bien, nous avons, avec Laurine, essayé dans cet épisode de vous présenter leurs bienfaits, d'expliquer ce que sont ces oméga 3, de démonter également quelques croyances par rapport à ces graisses qui sont présentes dans nos aliments. Ainsi, vous disposerez d'une stratégie de consommation pour les intégrer au quotidien dans votre alimentation. Il est en effet parfois difficile de s'y retrouver entre ce qui est le bon gras, ce qui est le mauvais gras, ce qui est bon pour la santé. En tout cas, ces oméga 3 ont différents rôles pour notre organisme, que ce soit au niveau de nos cellules, au niveau des symptômes inflammatoires, des hormones. Ils nous fournissent également de l'énergie et il est assez simple de les trouver, que ce soit dans des huiles, dans des viandes, dans des poissons ou dans des compléments alimentaires. Laurine vous expliquera tout, quelles huiles consommer, quelle quantité absorber en tant que sportif, quand les manger, mais aussi comment les conserver. Un épisode 100% pratique. Je vous laisse donc en compagnie de Laurine Pinault. Pourquoi consommer des oméga 3 en tant que sportif ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Laurine, merci d'être de retour sur le podcast aujourd'hui pour parler d'un élément fondamental,
pour le sportif, à savoir la consommation d'oméga 3. En quoi c'est important pour nous, les adultes, mais plus généralement les gens qui pratiquent les sports d'endurance, et pourquoi il faut en mettre dans notre alimentation. Donc, sois la bienvenue à nouveau. 2 petits mots pour te représenter pour des auditeurs qui ne sauraient pas qui tu es, ce que tu fais. Et puis ensuite, on va pouvoir détailler ces bienfaits des oméga 3. Bonjour Sébastien, je suis naturopathe, je me suis au fur et à mesure des années spécialisée sur les besoins des sportifs et la naturopathie va travailler principalement auprès des sportifs sur tout ce qui est alimentation, ça peut être aussi la gestion du stress, gestion émotionnelle et également les compléments alimentaires ou la phytothérapie qui peut être utile. Plusieurs objectifs autour de cet épisode. Le premier, tu pourras nous rappeler ce que sont les oméga 3, expliquer leur composition, d'où viennent-ils, et ensuite peut-être démontrer et démonter quelques croyances sur ces aliments, et puis enfin définir une bonne stratégie autour de leur consommation. Alors, ces oméga 3, d'où viennent-ils? Où est-ce qu'on peut les trouver? Et est-ce que ce gras est bon pour la santé? On a tendance parfois à le mettre un petit peu de côté. On va pas trop toucher au beurre, on va pas trop mettre d'huile dans nos préparations alimentaires. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Alors, c'est pas forcément une bonne stratégie. Pour reprendre un peu déjà la terminologie, par oméga 3, on parle de gras, de lipides, déjà pour bien comprendre de quoi on parle. Et par contre, à l'intérieur des corps gras, de cette grande famille, on a plein de sous-familles différentes, et notamment les oméga 3. Ce qui fait que on a parfois une mécompréhension en effet de ce qui est bon dans notre alimentation, ce qui est bon pour notre organisme, ce qui est bon pour la pratique sportive et ce qui l'est pas. Et ça, c'est vraiment dommage, surtout sur la partie de ces corps gras, sur cette grande famille-là, parce qu'on va avoir à la fois des corps gras qui sont très délétères, qui sont vraiment mauvais pour l'organisme, et qui ont donné l'image à éviter de la famille des corps gras, mais à tous les corps gras. Alors qu'on a d'autres corps gras qui sont vraiment bénéfiques pour plein de sujets nerveux, hormonaux, énergétiques, et qui sont vraiment importants et vraiment essentiels à avoir dans l'alimentation. On ne peut pas s'en passer, et même parfois sur des notions de poids, parce que même chez les sportifs, c'est souvent ce qui fait qu'il y a une mauvaise consommation de corps gras, c'est-à-dire qu'on cherche à perdre du poids. Du coup, on enlève toute la partie graisse, alors qu'en fait, on a certains corps gras qui aident au métabolisme des corps gras, c'est-à-dire qui aident à consommer des lipides et du coup qui vont plutôt aider à la perte de poids. On a toujours une certaine mesure, forcément, si on mange, même si c'est la meilleure huile, la plus riche en oméga 3, si on en mangeait 1 litre par jour, ce serait pas bon, ça c'est sûr. Mais la stratégie qui vise à supprimer totalement les corps gras est très mauvaise dans la pratique sportive et bien au-delà aussi, hein, bien sûr. Donc la graisse contenue dans mon paquet de chips n'est pas la même que celle que je vais trouver dans un poisson ou dans une huile végétale. Non, pas du tout, en effet. En fait, on a déjà 2 grandes familles de lipides. On va avoir même les acides gras, on parle d'acides gras plus précisément. On va avoir les acides gras saturés, qui sont plutôt celles qu'on va trouver dans le paquet de chips, par exemple. Et puis, on va avoir les acides gras insaturés. Et à l'intérieur de ces insaturés, il y a les monoinsaturés et les polyinsaturés. Euh, En fait, les acides gras saturés sont plutôt les mauvais gras. Ceux qui vont être facteurs d'inflammation, ceux qui vont être facteurs de taux de cholestérol qui augmente de trop, et qui sont même pas à supprimer totalement, mais de toute façon, en mangeant voilà, de la viande et autres, on a toujours un peu d'acides gras saturés. Il faut pas chercher à les supprimer totalement, mais on va chercher en effet, eux, à plus les limiter. Alors que dans de bonnes sources de gras dont on va parler, parce que même dans la famille des huiles végétales, on a des acides gras saturés. Et tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'une huile végétale,
on n'a pas d'huiles qui contiennent que des oméga 3. Mais on va chercher à avoir des huiles végétales qui contiennent un maximum d'oméga 3 par rapport aux autres. Et il y a toujours des acides gras saturés, quasiment dans toutes les huiles végétales. La seule chose, c'est qu'on va avoir des taux plus ou moins importants. On a certaines huiles qui auraient que des acides gras saturés. Et voilà, on va essayer dans l'alimentation de maximiser l'apport d'acides gras polyinsaturés et en particulier des oméga 3. C'est souvent eux qui manquent et c'est leur carence qui fait que les autres sont encore plus délétères qu'ils devraient. Alors, on trouve des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. À quoi correspondent ces chiffres derrière ce symbole oméga? Alors, le chiffre correspond à la place d'un groupe particulier de la formule chimique. Sur la formule chimique, qui est une chaîne de différents carbones, il y a un groupe spécifique, le groupe oméga. C'est vraiment une partie de la molécule qui est placée à différents endroits. Si c'est placé au 3e, 6e ou après le 9e carbone, ben voilà, on parle de 3, 6 ou 9. Donc, ça, c'est vraiment la partie très chimique qu'on va finalement, en tant que consommateur, peu aller regarder. Par contre, dans leur intérêt pour l'organisme, on a un point commun, c'est qu'ils sont essentiels, et c'est-à-dire que le corps ne les produit pas par lui-même, donc on a besoin de les consommer pour en avoir assez. Ce qu'il y a, c'est que dans notre alimentation aujourd'hui, oméga 9, oméga 6, on en a pas mal. Et même dans la famille des oméga 6, on est allé encore plus loin. Les oméga 6, on va en retrouver dans la viande, dans le beurre, voilà, il y en a dedans. Mais ces sources animales d'oméga 6, en trop grande quantité, elles donnent aux oméga 6 un rôle plutôt pro-inflammatoire, alors que les sources végétales d'oméga 6, plutôt anti-inflammatoires. Mais c'est vraiment tout un équilibre. Et la problématique, le plus souvent, c'est la carence en oméga 3. Parce que finalement, il y a toute une interdépendance entre ces oméga 6 et oméga 3. Et la présence d'oméga 3 permet de faire un contrôle sur cet usage des oméga 6 par le corps et est-ce qu'ils vont être plutôt pro-inflammatoires, anti-inflammatoires. Donc en fait, les oméga 6 qui peuvent être tout à fait bénéfiques, s'il n'y en a pas assez d'oméga 3, ils vont être beaucoup moins bénéfiques pour l'organisme. Et ça, c'est très important parce que si on veut après se simplifier la tâche par la suite, on peut vraiment se focaliser sur l'apport d'oméga 3, qui est souvent le plus bas et qui est souvent la problématique, même par rapport aux autres utilisations des acides gras. Donc, vraiment, en simplifiant la tâche, quand on veut sélectionner certains aliments, on va se focaliser au maximum sur les oméga 3. Est-ce que, comme on l'avait dit pour le sucre, il faut essayer petit à petit de retirer ce mauvais gras de notre placard pour ne garder, et on le verra tout à l'heure, que les aliments qui contiennent ce bon gras, à savoir les oméga 3? Moi, je dirais oui. Dans le placard, chez nous, on va essayer d'apporter ce qui contient un maximum d'oméga 3. Mais dedans, on retrouve aussi des oméga 6, des oméga 9 et des acides gras saturés. Donc, on ne se carence pas de l'autre côté. À la maison, dans ce qu'on consomme habituellement, un maximum d'oméga 3. Après, on verra aussi dans l'utilisation pour quand même moduler ça. Par exemple, pour la cuisson, on ne peut pas utiliser de corps gras avec des oméga 3. Ce serait très mauvais pour ça. On reviendra peut-être dessus. Mais donc bon, il faut quand même avoir les bons outils pour cuisiner, je dirais. En tout cas, maximiser les apports de bons gras, utiliser les autres que quand c'est indispensable. Et comme ça, après, quand on est au restaurant chez des amis à l'extérieur, ben, on peut s'autoriser à se poser un peu moins de questions parce que sur le quotidien, on est un peu plus sérieux dans l'alimentation, je dirais. En dehors des chips, Laurine, est-ce qu'il y a d'autres aliments là qui te viennent à l'esprit que l'on peut déjà mettre de côté qui seraient vraiment trop chargés en gras, mais ce mauvais gras, tout ce qui va être vraiment saturé? Déjà, tout ce qui est fabriqué industriellement,
toute la nourriture industrielle, en général, on va avoir beaucoup plus de corps gras saturés à l'intérieur. Donc ça, on peut le mettre de côté, mais on en a certainement parlé aussi pour le sucre. La problématique, elle n'est pas que sur les gras, malheureusement. Ensuite, on va avoir, par exemple, dans les huiles végétales, l'huile d'arachide qui est très riche en acides gras saturés, donc qui est vraiment pas idéale, même si elle a l'avantage de pouvoir se cuire facilement, pour le coup. Parfois aussi, il y a des choses qu'on n'a pas en tête, c'est-à-dire qu'on a des ingrédients comme par exemple l'huile de coco, où on se dit ah ben voilà, c'est un ingrédient dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un peu à la mode, je vais en mettre partout. Mais en fait, l'huile de coco, c'est plutôt acide gras saturé. Donc l'intérêt de l'huile de coco, par contre, c'est qu'elle va se cuire et que dans la balance, elle est un petit peu mieux que l'huile d'arachide. Donc si on veut faire une cuisson, par exemple à la poêle, ou on veut la mettre dans un gâteau, ça va être cuit. De toute façon, on ne pourrait pas utiliser une source d'oméga 3 dans ces cas-là. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Mais bien le garder en tête, parce que par contre, mettre de l'huile de coco à toutes les sauces, c'est pas une solution en soi. C'est pas l'idéal non plus. On trouve aussi, et ça on le sait moins, beaucoup d'acides gras saturés dans toutes les pâtisseries au beurre cuite. Donc le croissant tous les jours, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment voilà, ces sources où on va essayer de les consommer avec en tout cas plus de parcimonie et pas en faire quelque chose qui devienne quotidien. On peut se faire un petit plaisir, mais pas tous les matins avec son grand bol de café alors. Tout à fait, c'est exactement ça. Laurine, ces oméga 3, si le corps ne les produit pas, qu'est-ce qu'il va en faire? Quelle va être leur utilité? Quel serait dans l'organisme ce rôle des oméga 3, 6 et 9? Alors, les acides gras, ils servent à énormément de choses dans l'organisme. C'est vrai qu'on en parle un peu plus ces dernières années, avant on en parlait moins, mais leur rôle, il est bien au-delà de juste former une couche de corps gras qui nous protège du froid. En fait, on va avoir un rôle déjà cellulaire. C'est important de le comprendre, ça. C'est-à-dire que les parois des cellules, elles sont composées d'une chaîne d'acides gras. Et en fonction des acides gras qu'on donne à notre corps, eh ben, on a une paroi cellulaire qui peut être un petit peu différente. Pour être un petit peu grossier dans la représentation, les acides gras saturés, ils forment des parois qui sont rigides. Et les acides gras monoinsaturés un peu moins rigides, les acides gras polyinsaturés, donc les oméga 6 et les oméga 3, des parois qui sont beaucoup plus souples. Maintenant, dans les faits, à quoi ça nous avance de savoir ça? Au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est ça, tout à fait. C'est qu'en fait, une cellule, c'est quelque chose qui doit avoir de l'échange avec le milieu qui est extérieur à cette cellule, à la fois pour pouvoir assimiler certains nutriments, mais aussi pour pouvoir faire sortir des toxines qui ont été produites par la cellule, ce qui est tout à fait naturel. Et du coup, plus on va avoir une paroi cellulaire qui est souple, et mieux c'est pour ça, pour les échanges cellulaires. Et c'est important, dès qu'on demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'échanges cellulaires, et c'est le cas chez le sportif, c'est très important. Mais en fait, même en dehors de la pratique sportive, on a vraiment besoin de pouvoir avoir ces échanges cellulaires. C'est pas que pour produire de l'énergie. Ensuite, on a un rôle pour le système nerveux. Hein, les neurones sont entourés de ce qu'on appelle une gaine de myéline, qui est une gaine d'acides gras composée d'oméga 3, justement. Et ça permet une conduction rapide de l'information nerveuse. Donc, c'est important pour ça. C'est très important pour la fabrication de certaines hormones. Donc, et ça peut toucher un peu plus les sportifs, justement, quand il y a des mises en place de régimes pour de la perte de poids. On le constate plus facilement chez les femmes parce qu'on peut avoir des absences de règles qui peuvent être liées à une moins bonne consommation et de protéines et de corps gras. Chez les hommes, c'est moins évident, ça se voit moins tout de suite, mais finalement, ça peut tout à fait se développer aussi. Et ensuite, ce qui se voit peut-être un peu plus déjà, c'est qu'on a un rôle de régulation de l'inflammation. Donc, il faut quand même être
on va dire, mettre les choses à leur bonne place. C'est-à-dire que oméga 3 et oméga 6 rentrent dans une sorte de rétrocontrôle de l'inflammation naturelle de l'organisme qui permet de gérer les petits débuts d'inflammation et faire en sorte que les tissus puissent rester intacts, se cicatriser aussi correctement. Et du coup, quand on a une carence d'oméga 3, on va plus facilement développer des inflammations. Après, on peut se servir même des oméga 3 en complément alimentaire pour ce rôle-là. Pour autant, voilà, c'est pas un anti-inflammatoire fort comme on pourrait avoir en médicamentation plus classique. Hein. Il ne faut pas le confondre là-dessus. Ça va être un peu plus un travail de terrain, puisque c'est plutôt faire en sorte que l'organisme puisse fonctionner correctement et ait son fonctionnement normal, plutôt qu'avoir une action massive anti-inflammatoire parce qu'il y a eu un choc, un traumatisme très important. Et dernière chose qui est très très importante chez les sportifs, encore plus dans l'endurance, c'est que les corps gras sont des sources d'énergie. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux batteries, on a la batterie des sucres et la batterie des corps gras. Et plus on est sur un effort intense, plus on va consommer de sucre, plus on est sur un effort moins intense, moins on consomme de sucre et on consomme des corps gras. Donc vraiment, si on a des bonnes réserves en sucre suffisantes et aussi de bonnes réserves en gras, on double la batterie. C'est pas juste que on dispatche les sources d'énergie, c'est vraiment qu'on double la batterie et que ça peut permettre de tenir plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Mais en tant que sportif, comme tu le disais tout à l'heure, on cherche à être parfois le plus léger possible. Donc on se dit, si c'est gras, ça va pas forcément être bon pour notre pratique au quotidien et on va plutôt mettre le beurre de côté, mettre les huiles de côté et essayer d'avoir des aliments pas les plus naturels possibles, mais les moins, on va dire, chargés en corps gras. Et là encore, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est absolument pas la bonne stratégie. Et c'est vraiment pas la bonne stratégie. Déjà parce que il y a une chose très importante, ça a été assez étudié, mais on a certaines personnes qui n'arrivent pas à maigrir parce qu'elles ne mangent pas assez d'oméga 3. Donc c'est pas qu'elles mangent pas assez de gras dans la globalité, mais pas assez d'oméga 3 surtout. Du coup, une carence en oméga 3, elle peut empêcher aussi de perdre du poids. Donc déjà, c'est une première chose, c'est que booster ses apports d'oméga 3, consommer les aliments dont on va parler par la suite, ça va pas entraîner une prise de poids. C'est la même chose au niveau du cholestérol. Ça a été étudié aussi. Hein, les oméga 3, maintenant, peuvent être parfois conseillés quand il y a des taux de cholestérol trop hauts. Donc ça, aucun risque là-dessus et de pas garder ça en tête du tout. Ensuite, en effet, c'est vraiment une source d'énergie. Et parfois, si c'est pour perdre très peu, mais en fait, perdre toute son énergie, ça sert à rien. On pourrait être hyper léger, rien manger pendant une semaine. Voilà, si on part dans l'extrême, mais juste pour bien comprendre, rien manger pendant une semaine, on est très léger, mais je pense que ce sera pas la meilleure performance du tout, même 3 kilos en dessous du poids qu'on fait. Et ça, il faut quand même bien le garder en tête parfois que c'est pas ça qui va faire la différence euh, pour certains sportifs. Et surtout que, en tout cas, supprimer tous les corps gras, c'est loin d'être une bonne solution. Ça va avoir des conséquences sur la pratique sportive, sur les capacités cognitives, sur la sphère hormonale, et des conséquences qui sont quand même lourdes. Et même en tant que sportif même, finalement, ça amènerait plutôt une baisse de performance qu'une augmentation. Donc après, il va falloir choisir les bonnes sources de gras pour apporter justement des oméga 3 et un peu moins d'acides gras saturés. Et aussi, une partie importante qui va être quand les consommer. Il y a des moments où le corps assimile un peu plus les corps gras qu'à d'autres. Tu parlais justement de carence. Est-ce que l'on a, par rapport aux personnes qui te consultent et de ce que tu peux connaître par rapport à cette consommation donc d'oméga 3, une estimation de ces personnes qui seraient dans une consommation insuffisante de produits en lien donc avec ces acides gras? Alors, j'ai pas de chiffres vérifiés, approuvés et autres. Par contre,
Moi, je pense que c'est un conseil que je fais systématiquement. Il y a des conseils comme ça où on sait qu'on les fait pratiquement à chaque personne, même s'il y a d'autres choses qu'on individualise. Mais les oméga 3, j'ai très rarement vu quelqu'un qui en consommait assez en faisant voilà, juste le plan alimentaire de base de sa journée. Quelqu'un qui en consommait assez et qui venait en consultation. J'en ai très rarement. Je crois que ça m'est arrivé une fois. Voilà. Donc après, parfois, c'est une priorité ou moins par rapport aux problématiques, mais c'est très rare qu'il y en ait assez. C'est vraiment à la marge, alors, les personnes qui sont vraiment dans le bon dosage. En termes de carence, est-ce que comme le magnésium ou le sucre, quand on manque de sucre, on voit tout de suite des symptômes au niveau corporel et psychique qui se passent. Est-ce que là, une carence en acides gras essentiels, on va pouvoir le repérer, on va pouvoir le déceler, ou est-ce que c'est un petit peu plus diffus? C'est moins net quand même que le manque de sucre, le manque de magnésium. On va plus voir la différence quand on va en consommer plus. Où on va dire, ah ben oui, en fait, c'est mieux, c'est plus facile, je suis mieux à l'effort, je tiens plus longtemps avec toute mon énergie du début à la fin plutôt que juste la moitié du temps. Euh, Après, sur l'organisme en lui-même, comme j'expliquais qu'il y avait vraiment une forte implication des oméga 3 dans le mécanisme d'autorégulation de l'inflammation par l'organisme lui-même, ben, c'est vrai que ça va être des personnes qui ont plus tendance à développer des inflammations un peu partout. Alors des inflammations articulaires, musculaires, un coup de genou, un coup de la cheville, voilà, des choses bien différentes sans qu'il y ait vraiment de traumatisme ou de surentraînement. Mais aussi des inflammations digestives, inflammations cutanées. Donc, ce qui est un peu insidieux là-dedans, c'est que il y a d'autres causes à ces problématiques-là. On peut pas, moi, je peux pas du tout dire et affirmer une personne qui a 3 tendinites, c'est qu'elle manque d'oméga 3. Mais en effet, s'il y a ça, plus une alimentation qui est carencée en oméga 3, en tout cas, ça va faire partie des choses à corriger. Des personnes qui se sentiraient concernées par ces problématiques-là, en tout cas, c'est très important de se poser la question, est-ce que j'en consomme assez? Parce que ça va être important de le remettre à bon niveau dans l'apport alimentaire de la journée. Autre élément, facteur finalement de ce rôle des oméga 3 dans donc le schéma corporel, est-ce que pour le moteur, à savoir le cœur, ils sont bénéfiques? On dit souvent, bon, bah, si tu as du cholestérol, ce que tu disais tout à l'heure, on va peut-être limiter la consommation de graisse. Mais là encore, il faut séparer les bonnes des mauvaises graisses. Et ces oméga 3 vont peut-être protéger nos artères et notre appareil cardiovasculaire. Tout à fait. Tout ce qui est cardiovasculaire, en fait, le cholestérol, la problématique, c'est quand il se dépose. C'est quand il y a un dépôt de cholestérol qui se fait et qui cause un risque cardiovasculaire. Ce dépôt-là, il est favorisé par tout phénomène d'inflammation vasculaire. Parce qu'on voit bien l'inflammation articulaire, musculaire en tant que sportif. En fait, il y a beaucoup d'autres tissus qui peuvent s'inflammer et qu'on voit beaucoup moins facilement. En général, c'est plus quand il y a vraiment un incident qu'on va constater l'inflammation. Mais en fait, ce contrôle de l'inflammation par les oméga 3, il est vraiment important aussi pour ça, pour prévenir des risques liés à des taux de cholestérol élevés. C'est pour ça que souvent, sur des analyses, on dit que ben, s'il y a un taux élevé de mauvais cholestérol, mais aussi de bon, c'est moins grave. C'est parce qu'en fait, il y a un autocontrôle qui sera un peu plus facile. Donc, c'est quand même bien de ne pas avoir trop de mauvais cholestérol et d'apport de graisse saturée. C'est quand même bien mieux. Mais les oméga 3 ont vraiment un rôle protecteur des parois cellulaires, de l'inflammation et des tissus mous, en fait, aussi des muqueuses. Donc derrière l'hypertension, ben ça ira de pair, c'est-à-dire que on va pouvoir réguler peut-être notre hypertension avec l'apport de ces oméga 3. Alors, j'irai pas jusque-là, parce que l'hypertension, il y a quand même d'autres facteurs. L'hypertension qui serait liée à une plaque d'athérome ou voilà, des artères obstruées, c'est une chose. Mais déjà, si les plaques sont déjà là, les oméga 3 vont peut-être limiter la formation de nouvelles, mais pas forcément défaire celles qui sont là.
Donc, du coup, même une hypertension qui serait liée à ça, revenir en arrière, c'est pas les oméga 3 qui vont être les plus intéressants, même s'ils ont leur place dans ce cas-là en prévention pour éviter le développement. Et l'hypertension, il y a des causes nerveuses aussi, voilà, il y a des causes hormonales. Et là, les oméga 3, ben si, ils ont un impact sur la sphère nerveuse, mais ils sont pas les plus directs. C'est pas eux qui vont pouvoir avoir une action rapide. Donc, en tout cas, moi, c'est pas ce que je conseillerais en premier lieu. Laurine, on le sait, notre alimentation contemporaine est beaucoup moins riche peut-être en éléments nutritifs. On le voit avec les fruits, avec les légumes qui sont moins chargés en nutriments. Est-ce que c'est le cas également pour les oméga 3? Et on va voir où est-ce qu'on peut les trouver, où aller chercher ces bons acides gras pour notre corps. Les oméga 3, donc là, on va dire que les matières produites par la Terre sont quand même celles qui sont censées être riches en oméga 3, toujours assez riches. Le tout, c'est comment elles ont été transformées par la suite par l'homme. C'est plus ça qui va faire la différence. Pour partir de ce qui est, on va dire, le plus complexe dans les apports d'oméga 3, ce sont les huiles. Donc déjà, ça, c'est vraiment un bon moyen d'apporter des quantités d'oméga 3 chaque jour. Et ça va pas être toutes les huiles qui seront riches en oméga 3. Les huiles les plus riches en oméga 3, c'est huile de noix, huile de lin, de cameline, de chanvre, la noisette aussi, un peu moins que les autres, mais la noisette, et l'huile de colza, qui est bonne à connaître parce que elle est assez neutre en goût. L'huile de colza, c'est une des moins chères aussi sur le marché. Donc, ça peut être une bonne base à avoir régulièrement. Elle a un peu moins d'oméga 3 que noix, cameline, lin, mais voilà, c'est un bon compromis pour accompagner peut-être une autre huile qui serait peut-être pas consommée tous les jours, mais plusieurs fois dans la semaine. Et de consommer, Laurine, des graines de lin, des noix, des graines de courge ou des graines de tournesol, ce que je mets moi dans ma salade plutôt l'été. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est aussi bien que les huiles? Alors, c'est bon, mais ça apportera pas les mêmes quantités quand même de corps gras que les huiles. Donc c'est plutôt du plus qu'on va mettre, c'est très bien, mais on n'aura pas les mêmes quantités d'oméga 3 que ce qu'on a dans les huiles, tout simplement parce qu'on n'a pas autant de corps gras dans la noix que dans une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Mais c'est très bien d'en ajouter dès que possible. Le lin, la seule petite chose, c'est que idéalement, il faudrait les broyer, ces graines, avant de pouvoir les consommer. Parce que l'enveloppe est très dure, et du coup, si elles sont pas broyées, très souvent, elles ressortent comme elles sont Telles rentrées. quelles. On n'a pas assimilé les corps gras qui étaient à l'intérieur. C'est ça. Alors, les huiles, ça c'est une des sources d'oméga 3. Tu le disais tout à l'heure, l'huile de coco, d'arachide, celles-là, on peut les utiliser, mais plutôt pour le côté cuisson. Alors, en effet, ces huiles, les huiles que je viens de citer, riches en oméga 3, on ne peut pas les cuire. Les oméga 3 sont très sensibles à l'oxydation, donc à l'air et à la chaleur. C'est des huiles qu'on va garder au réfrigérateur, bien fermées. Et moi, je conseille de ne pas acheter 4 bouteilles d'huile différentes, à la rigueur 2 pour pas se lasser. Quand on en finit une, si on avait envie de changer de goût, on change, mais on va pas les garder indéfiniment. Parce que si elles sont oxydées, si elles sont rancies, et ben là, on passe sur des acides gras plus saturés et on va avoir quelque chose qui est mauvais pour la santé, potentiellement qui peut être cancérigène. Donc vraiment, une huile rancie, elle est plus bonne à consommer, elle est bonne à cirer, des choses. Voilà, on en fait ce qu'on veut, mais en tout cas, on la mange pas et on l'applique pas sur la peau non plus. Euh, pour autant, on a quand même besoin de matière grasse pour cuire. Et ça peut être utile de ne pas être que sur le beurre. Le beurre est, quand il est cuit, voire un petit peu trop cuit, vraiment, il fait partie de la famille des mauvais gras, des graisses saturées qui supportent pas forcément très bien la cuisson. On a en effet l'huile de coco qui peut être une bonne solution et l'huile d'olive. Et là, je tiens à le souligner, mais l'huile d'olive n'a pas assez d'oméga 3. Donc l'huile d'olive, il faut la garder pour la cuisson.
ou quand on a vraiment envie de se faire plaisir, parce que c'est bon aussi en goût, avec une huile crue qu'on mettrait sur une salade. Mais sinon, c'est cuisson d'huile d'olive très bien quand c'est pas frit. Si vraiment on va frire, dans ce cas-là, il faudra une huile d'arachide, il nous faut ou une huile de palme. Enfin voilà, ces huiles qui se transforment pas à la friture. Mais on va essayer de pas frire trop souvent, le faire que ponctuellement. Donc le plus souvent, coco ou olive pour la cuisson, parce que la coco, elle a quand même un goût, donc on peut pas tout faire avec non plus. Et les autres huiles pour tout le reste. Donc on n'y pense pas, mais c'est-à-dire qu'on va les mettre dans la salade, mais dès qu'on assaisonne quelque chose après cuisson, des pâtes, du riz, toutes les céréales, des légumes qui auraient été cuits à l'eau, vapeur, peu importe, on met toujours ces huiles-là. Vraiment sortir de cette habitude de l'huile d'olive partout ou de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol qui est riche en acides gras saturés, donc on peut la sortir du placard et vraiment aller sur ces huiles-là dès que possible. Et même pour arriver à avoir des quantités qui soient suffisantes chaque jour, on va la mettre en hiver dans les soupes. On peut rajouter une cuillère dans les soupes. On peut en mettre dans le yaourt. C'est vraiment des habitudes, hein, mais c'est très bon. Une huile de noix, par exemple, dans le yaourt, ça passe très bien, c'est agréable. Le matin, dans le porridge, c'est très important d'en apporter le matin des corps gras, hein. Le repas du matin, il devrait être protéines et corps gras en majorité. Donc, on peut en rajouter dans un porridge, par exemple, si on manque un peu de graisse dans son petit déjeuner. Si on est plutôt pain, euh, essayez de vous faire vos tartines avec de l'huile de noix, par exemple. C'est assez agréable. Ou même de l'huile de noisette, si vous voulez un côté qui se rapproche plus des goûts sucrés. Voilà, c'est de trouver, même si la noisette, c'est pas la plus riche en oméga 3, des astuces qui donnent aussi envie de les consommer et de le faire avec plaisir. Et en fait, là, c'est plein de nouveaux goûts que vous apportez. C'est vraiment comme si on rajoutait un peu d'épices ou d'herbes aromatiques à un plat. C'est très agréable de rajouter même un plat de pâtes, un peu d'huile de noix. Ça donne vraiment un goût qui est appréciable. Donc je disais oui, on peut le mettre sur un peu de pain. Ça se fait beaucoup pour le coup avec l'huile d'olive dans le sud de faire ces tartines d'huile, mais que ce soit en petit déjeuner ou même en apéro, si vous avez une bonne huile végétale riche en oméga 3, ça peut tout à fait être adapté et permettre d'augmenter la dose d'oméga 3 tout en diminuant la dose d'acides gras saturés et sans que ce soit trop frustrant finalement. Comment on gère cet équilibre? Parce que là, tu le dis, ça a tendance à pencher quand même vers les oméga 6, voire les graisses totalement saturées. Pour contrebalancer, c'est de faire pencher la balance de l'autre côté et de les utiliser et de les introduire peut-être de façon un petit peu plus systématique, même si tu l'as dit, pour la cuisson, on met les oméga 3 de côté. C'est tout à fait ça. En fait, on garde que pour la cuisson les autres huiles et sinon on passe tout sur des huiles riches en oméga 3. On va avoir aussi d'autres aliments qui en apportent qui sont intéressants, mais c'est de booster au maximum ces apports d'oméga 3. À mes cousins bretons, qu'est-ce que je leur dis? Le beurre de micelle, pareil, vous le mettez de côté? Alors, de le mettre au maximum de côté, donc pour qui c'est une institution, en fait, si on en mange matin, midi et soir, déjà de passer à juste au petit déjeuner avec du beurre, ben, c'est un gros progrès, ça fait une vraie différence en termes d'inflammation dans l'organisme. Donc, essayez de le garder là où c'est le plus important. Et c'est souvent dans les habitudes, c'est plus le matin, on a plus de mal à s'en défaire. L'intérêt, c'est qu'en plus, le matin, le corps va un peu plus utiliser les corps gras, le métabolisme des corps gras est plus actif, donc ça a un peu moins de conséquences de consommer des moins bons gras le matin qu'à d'autres moments. Donc moi, j'ai envie de dire, celui qui me dit non, je peux pas m'en passer, c'est de le faire que le matin, d'essayer de limiter ça au petit déjeuner. Donc ça, ce sera valable pour l'ensemble des oméga 3, que ce soit les huiles, ce qu'on vient de voir, ou les corps gras type beurre. Pour les autres produits, également consommation à privilégier le matin pour une meilleure assimilation. Oui, à privilégier le matin. On va dire que les mauvaises graisses, c'est un peu moins grave si elles sont là le matin au petit déjeuner qu'à d'autres pas.
Et par contre, tout ce qui est riche en oméga 3, c'est aussi aux autres repas. En particulier, donc matin et midi, mais au repas du soir, une huile végétale, ça pose pas de souci. En dehors des huiles, Laurine, où peut-on trouver ces oméga 3? Donc, tu en as parlé un petit peu dans certaines graines, graines de lin, graines de chanvre, graines de chia, noix. Voilà, donc bon, c'est déjà des produits qui sont peut-être un peu moins classiques, qui demandent pour le lin, chanvre et chia à être broyés pour pouvoir bénéficier des oméga 3. J'oubliais les Hop. pignons de pain dans les salades aussi. Est-ce que ça, c'est bon? Pignon de pain, oui, oui, oui. Ensuite, on va avoir déjà beaucoup plus connu les poissons gras. Donc, truites, saumon, mais aussi tous les petits poissons gras, qui sont des poissons de début de chaîne, donc potentiellement un peu moins pollués par les métaux lourds, et qui peuvent être aussi faciles à emmener parfois au travail, voilà, ou même en rando, ou quand on est en effort et qu'on a un pique-nique pour le midi, ça peut être assez facile à emmener. Et voilà, c'est tous les petits poissons, maquereaux, sardines et autres, ça c'est très bon et ce serait bien d'en consommer finalement, idéalement 2 fois par semaine. Donc, on était sur une consommation de ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune. C'était du poisson, c'est 3 fois par semaine. Est-ce que là, on n'en est pas loin? Tu dis 2 fois, donc on s'approche à peu près Ouais. de cette norme, si on peut l'appeler ainsi. Tout à fait. Puis 3 fois par semaine. En fait, si on a 2 poissons gras, un poisson blanc, on arrive à 3. Et on va dire que s'il y a 3 fois du poisson gras par semaine, d'autant plus chez un sportif, c'est pas trop du tout. C'est juste, j'essaye de rester dans des objectifs un peu atteignables et pas mettre les barres trop, mais 3 fois, c'est très bien. Celui qui a 3 fois, qui reste comme ça, qui cherche pas à diminuer sa conso. Et ensuite, un aliment qui est quand même très très basique et qui en contient aussi, sont les œufs. Les œufs avec un jaune d'œuf cru. Donc œufs à la coque, œufs au plat. Parce que c'est le jaune qui est très riche en oméga 3. S'il est cuit, on perd un petit peu de cet intérêt-là. Et après, forcément, alors c'est un peu galvaudé parfois, mais et puis là, ils sont quand même bien embêtés, les éleveurs de volailles, mais des œufs plein air, des volailles qui sont nourries aux graines de lin, parce que pour le coup, elles, en mangeant les graines de lin, ça enrichit aussi les œufs en oméga 3, alors que de l'autre côté, les volailles qui seraient très mal nourries, qui peuvent pas sortir quand c'est autorisé, et ben là, on a quand même des œufs qui sont très pauvres. Comme pour des plantes finalement, si une plante elle pousse sur une terre qui est très pauvre, un autre légume il est moins riche. Et c'est la même chose pour une viande ou des œufs. Et dans certaines viandes, on retrouve quand même un peu d'oméga 3, plus ou moins, et c'est pas comparable à des huiles végétales, mais plus l'animal est bien nourri, plus on retrouve un équilibre un peu plus intéressant en termes d'apport oméga 3, oméga 6. Donc, il y a besoin de se rapprocher peut-être de boucheries traditionnelles ou d'éleveurs au grand air pour avoir des produits de qualité. Pour revenir à la consommation d'œufs, un par jour, c'est finalement pas si gênant que ça. On disait, il faut pas manger trop d'œufs parce que le cholestérol risque de monter en flèche. Au final, on revient un petit peu sur des croyances qui ont longtemps été celles des cabinets médicaux. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça a été étudié, les œufs, par rapport au cholestérol, et ça dépend de quand on les mange. Il faut pas les manger. Si quelqu'un qui a du cholestérol, pas d'œufs le soir, en effet, le métabolisme des corps gras est pas très actif, donc ça va être plus stocké. Mais le matin, il y a aucun souci. Et c'est même pas un, c'est 2. Alors après, 2 œufs tous les matins, c'est vrai que ça fait 12 dans la semaine, ça ferait presque un peu beaucoup. Mais la portion de protéines et de corps gras suffisante pour un matin, si on mange des œufs avec quelques morceaux de pain, c'est 2 œufs plutôt qu'un œuf. Donc, pas hésiter là-dessus. Et c'est vrai qu'un sportif être à 6 à 10 œufs par semaine, alors bien sûr, ça dépend de ce qu'on mange à côté, mais si on a 6 à 10 dans la semaine, c'est pas du tout un problème, hein. Loin de là même. C'est un bon aliment chez le sportif, les œufs, s'ils sont de bonne qualité. Pour les petits poissons, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, maquereau, sardines, en boîte
ou frais? Est-ce que ça va avoir un impact sur la qualité de ce que l'on va trouver à l'intérieur sur le plan des oméga 3? Bon, forcément, en termes, un poisson frais est toujours un peu mieux qu'un poisson en boîte. Après, il y a aussi il faut y voir le côté pratique. Avoir du poisson frais 2 à 3 fois dans la semaine, c'est pas simple, hein, parce que le poisson frais, on ne le garde pas une semaine. Donc les boîtes sont largement valables. Elles sont pas beaucoup en dessous. Donc non, non, c'est bien, c'est largement valable. Et on fait le combo si on prend maquereau dans l'huile d'olive. Ça ne bonifie pas l'apport en bonne graisse. À peine, parce que ce qu'on a dit, c'est que l'huile d'olive, elle a pas assez d'oméga 3. C'est pas une huile de noix, huile de colza ou autre. Donc, c'est, ça, elle en apporte un petit peu, mais très peu, finalement, par rapport aux autres huiles. Donc, ça remplacera pas la cuillère d'huile végétale riche en oméga 3. Pour des personnes, Laurine, qui seraient un petit peu réticentes à la consommation de poisson, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Les œufs, l'huile, ça c'est déjà un premier point. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est les œufs, les huiles. Après, sinon, on passe sur l'utilisation de compléments alimentaires. Donc, si c'est que, parce que quand même, il faut savoir que on parle d'oméga 3, mais finalement, on pourrait détailler encore à l'intérieur des oméga 3 plusieurs étapes de dégradation de ces fameux oméga 3. Et ce qui est de source végétale, on est plutôt en haut de chaîne. Donc, ça va demander au corps d'avoir ce qu'il faut pour bien le dégrader, quoi. Alors que ce qui est issu des poissons, des oméga 3 issus des poissons, on est en bas de la chaîne de dégradation. Donc en fait, on a directement la forme qui est utilisée par l'organisme. Ce qui fait par exemple, quelqu'un qui a des forts troubles digestifs, qui a une très mauvaise assimilation, et ben finalement, ça permet d'avoir tout de suite ce qui est utilisable et d'éviter que les oméga 3 végétaux consommés soient pas bien utilisés. Mais ça, c'est les oméga 3 issus des poissons. Et si on n'aime pas, parce qu'on n'aime pas le goût, on peut les prendre sous forme de complément alimentaire dans ce cas-là. Si on n'aime pas, si on veut pas en consommer parce qu'on est végétarien ou vegan, il se fait des formes sous forme de complément alimentaire d'oméga 3 déjà en fin de dégradation. Donc, c'est de la DHA végétale dans ce cas-là. Mais on trouve des formes végétales qui pourraient contrebalancer ça. Sinon, c'est plus compliqué de remplacer l'équivalent d'un poisson par un autre aliment. On n'a pas trop ça. En termes de durée, on parlait en début d'épisode des bienfaits et des effets justement positifs de cette consommation en oméga 3. Tu disais, les gens constatent une amélioration soit de leur performance, soit de leur confort global. Il faut combien de temps pour mesurer justement ces bénéfices? C'est quand même un peu plus sur de la longue durée. On le voit moins du jour au lendemain. L'effet sur l'énergie, parfois la sensation un peu plus de satiété, il peut se faire assez vite. Sur le reste, on va quand même être sur, moi je pense un trimestre d'observation pour déjà commencer à pouvoir se faire un feedback par rapport au début. Est-ce qu'on se sent mieux ou pas? C'est un processus qui est plus long. Et sur la quantité, tout à l'heure on parlait de carence, mais est-ce que à l'inverse, on peut trouver un surdosage? Si oui, quelle est la bonne dose? Est-ce qu'on peut le quantifier dans notre assiette au quotidien? Cette consommation, elle doit, pour un adulte sportif, ça équivaut à combien? Combien de grammes par jour dans nos assiettes? Donc oui, bien sûr, on peut avoir un surdosage, hein, comme je disais, 1 litre d'huile, même si c'est de l'huile de noix, c'est pas bon d'en manger 1 litre par jour. Mais le dosage pour une personne lambda, il est de 2 cuillères à soupe par jour d'huile riche en oméga 3. Plus du poisson plusieurs fois dans la semaine et des œufs plusieurs fois dans la semaine. Pour un sportif, on va être sur une fourchette qui est entre 2 et 4 cuillères à soupe par jour. Donc c'est vraiment, en général, moi je dis aux gens, dès que vous avez l'occasion d'en mettre, vous en mettez. Votre soupe, votre yaourt, vous en mettez, votre salade, vous en mettez. Et c'est très rare qu'on se retrouve au-dessus des 4 cuillères à soupe. C'est bien d'avoir quand même en tête cette idée-là. C'est-à-dire que si vous êtes à 10 cuillères à soupe par jour, peut-être que là, il y a un tout petit peu d'exagération et que ça peut être bien de redescendre.
Mais un sportif qui a une moyenne de 4, c'est bien en fait, c'est même très bien. Avec une consommation, tu le disais, de préférence le matin, enfin pour, on va dire, ces aliments un petit peu riches comme les œufs, les huiles, ça peut être filant sur la journée. Donc le yaourt à 4 heures, il peut contenir une cuillère d'huile. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que sur les autres repas, si on a l'occasion de pouvoir en mettre en huile végétale, on va pas se priver. Par contre, le matin, on va faire attention à ce qu'il y en ait bien des corps gras. Donc des œufs, celui qui a envie de manger de la truite fumée, truite fumée, celui qui va mettre de l'huile végétale sur sa tartine, très bien. Mais on va rester vigilant à ce qu'il y en ait bien le matin et qu'il y ait pas un oubli. Alors que si le soir il y en a pas, mais qu'on en a mangé le matin à midi et qu'on a notre dose, là c'est pas un souci. Est-ce que pour la qualité de ces produits, on bascule, comme on l'avait dit, hein, pour les huiles essentielles, sur du bio exclusivement, ou on le disait tout à l'heure avec les petits producteurs, bah peut-être pas forcément. C'est-à-dire que quelqu'un qui élève ses volailles en plein air et qui produit des œufs, si il n'a pas la certification bio, mais qu'il respecte toute cette traçabilité et en une petite unité de production, ça peut quand même faire l'affaire. Oui, pour les œufs, typiquement, c'est le cas typique où l'idéal, c'est plutôt de savoir où ils sont produits, comment, et si vous le savez, de miser là-dessus plus que sur bio, non bio, voilà. Entre un éleveur qui a des petites quantités qui va pas faire la certification et puis le bio de grande surface, très franchement, peut-être que la qualité supérieure, elle sera chez le plus petit éleveur. Euh, pour les huiles végétales, c'est un petit peu différent. Il y a une chose qui est indispensable en dehors de, on va dire, ce débat bio ou pas, c'est le fait qu'elles soient extraites à froid et pas extraites à chaud. Parce que comme c'est des huiles qu'on ne peut pas cuire, alors le chauffage de l'extraction, c'est pas forcément la même température que dans la poêle, c'est un peu plus bas, mais on a vraiment besoin que ce soit une méthode d'expression à froid pour préserver ces oméga 3. Parce qu'après, ils vont aller en bouteille, ils vont aller dans le magasin, être chez vous. Donc, on va faire en sorte qu'avant d'être dans la bouteille, ils soient le moins oxydés possible. Et ça, c'est pas simple. Et la méthode d'extraction, elle a un gros impact dessus. Donc, vraiment, il faut être sur des huiles pressées à froid. Ça, c'est une mention qui doit être obligatoire sur les bouteilles. Sinon, autant prendre de l'huile d'olive dans ce cas-là. Ça, je vois souvent huile de noix grillée ou des choses comme ça. Du coup, là, on perd tout l'intérêt. C'est gustatif uniquement, mais plus nutritif. Et sur la conservation, tu disais tout à l'heure, une huile oxydée qui a, entre guillemets, une durée de vie relativement longue, elle n'a plus les mêmes propriétés. Comment on peut les déceler, ces huiles un petit peu rances? Est-ce qu'il y a un délai justement d'utilisation quand on achète une bouteille, elle est mise dans notre frigo et derrière, combien de temps on a pour la consommer? Moi, personnellement, les huiles, elles sont pas dans le frigo. Elles sont dans le placard avec les épices et toutes ces choses-là. Donc déjà là, je vais perdre à terme une partie des propriétés de ces huiles. Oui, là, c'est vraiment important que tu les mettes au frigo. Euh, on peut le déceler par l'odeur, hein, vraiment cette odeur d'huile rance. Là, c'est vraiment vous dire il faut pas les consommer quand elles ont cette odeur-là, hein. C'est pas bon à la consommation. Et ensuite, c'est systématiquement frigo. Dans une bouteille fermée, bon, ça c'est en général plus facile et mieux suivi. Et en termes de durée, ce que tu disais, déjà 1 an, c'est beaucoup. Moi, je miserais plutôt sur 6 mois quand même pour qu'elles soient pas abîmées. 1 an, il y en a certaines qui vont tenir et d'autres moins. Donc, c'est pour ça que c'est important quand on va, voilà, si il y a quelqu'un là en entendant le podcast qui a envie de commencer à en consommer parce qu'il consommait que de l'huile de tournesol, ben c'est bien d'en acheter une, de commencer à bien l'intégrer dans son alimentation avec toutes les idées qu'on a citées. Peut-être en acheter une deuxième pour pas trop se lasser, mais pas avoir 4 bouteilles, parce que typiquement, l'huile de noix, c'est l'huile qu'on achète pour le goût et qu'on utilise un dimanche par mois, et en fait, elle dure 6 ans, la bouteille, et ça, c'est mauvais. Et même gustativement, au bout de quelques années, elle est moins intéressante quand même. Donc peut-être de commencer par des petits contenants pour
tester justement les huiles. Après, comme on le disait tout à l'heure, 3-4 cuillères par jour, la bouteille, elle va filer quand même assez vite. Elle passe vite, hein. Donc, en une bouteille, même très honnêtement, parce qu'après, les petits contenants sont vite plus chers, mais des bouteilles de 500 millilitres, ça permet de se dire, bon, bah, au moins, je vérifie que le goût, je l'aime bien et que je me mets bien à prendre cette habitude. Euh, mais 500 millilitres en 6 mois, elle est largement finie, hein, la bouteille. Pour revenir sur ma collation, mon goûter, est-ce que le fait d'apporter des noix, des corps gras à 4 heures, ce sera bénéfique et ça fait partie justement de cette portion d'oméga 3 pour ma journée, peut-être avant un entraînement ou quelque chose qui viendrait en activité sportive en soirée? Alors, l'effet, il n'est pas immédiat. Donc oui, c'est bien au goûter, c'est une bonne solution au goûter. Euh, Par contre, on a un effet immédiat dans on va dire les 24 heures qui suivent par rapport à la satiété. Donc, si c'est vraiment le goûter à 16 heures, puis qu'on a l'effort ensuite et qu'on rentre chez soi à 21 h, 22 heures, ben ça peut aider à tenir en termes de satiété. Les corps gras vont aider à tenir un peu plus longtemps. Par contre, l'effet énergétique, comme je disais, un double batterie, ça, c'est la consommation quotidienne. Donc, quelqu'un qui a un ultra trail ou même déjà un trail assez long, ça sert à rien de manger très gras. Je sais pas que ça sert à rien, mais c'est pas très utile de manger très gras les 2 semaines d'avant. En fait, c'est plutôt les 6 mois d'avant qu'il faut intégrer ce changement-là. À capitaliser sur la longueur et pas sur de l'instantanéité au niveau de ces produits. Tout à fait. Oui, vraiment. Alors, Laurine, est-ce qu'on peut résumer pour les auditeurs les bienfaits de ces oméga 3 pour notre activité sportive, mais au quotidien, hein, pour le bon fonctionnement tout simplement de notre corps, et quelle source on peut aller chercher pour taper dans les bons produits et dans les bonnes graisses? Donc, si on résume, on a, en partant des plus spécifiques aux sportifs, mais une double réserve d'énergie qui vient s'ajouter au sucre. On a une meilleure autorégulation de l'inflammation, euh, meilleur euh, échange cellulaire, ça c'est des points importants, et aussi pour tous, un système nerveux qui est capable de bien fonctionner, et aussi une fabrication hormonale qui peut dépendre des corps gras. Ça, c'est important. Pour la consommation, pensez bien aux huiles végétales riches en oméga 3 qui sont souvent mises de côté. Vraiment, il faut s'enlever de la tête l'idée de cuisiner sans gras. Moi, ça me fait mal au cœur vraiment quand j'entends des personnes qui sont très très contentes de me dire qu'elles ont cuit leur repas sans gras, qu'elles n'ont pas mis de gras dans leur féculents et qu'en fait elles se sont privées de quelque chose qui est bénéfique pour l'organisme. Donc on enlève cette idée de ne pas consommer de gras, par contre on consomme les bons gras, des huiles végétales riches en oméga 3, donc colza, chanvre, lin, noix, cameline. Il en faut au moins 2 cuillères à soupe par jour, voire le double chez un sportif. On les cuit pas, on les conserve au frigo. Très très important. Ne pas les cuire, ça veut pas dire qu'on les consomme froides. Ça veut dire qu'on les met pas à chauffer. Mais si on les met sur des pâtes déjà chaudes, là ça pose pas de souci. Et à côté, dans la semaine, on va essayer d'avoir 2 fois par semaine des poissons gras, plusieurs fois dans la semaine des œufs. Donc après, en fonction de chacun, si on aime bien, si on aime moins bien, si on les digère bien ou pas, on en consomme plus ou moins et on l'adapte. Et en effet, les oléagineux, en particulier les noix, on va essayer d'en mettre dès que c'est possible. Eh bien, merci Laurine pour tous ces conseils. Si des auditeurs veulent aller plus loin et poursuivre finalement leurs investigations autour de cette alimentation et de ces oméga 3, sur quel support on peut te retrouver? On me retrouve sur Instagram, sur Vestiaire Naturel et sur le site internet vestiairenaturel.fr. Que ce soit sur Instagram ou sur le site, il y a quelques articles déjà qui donnent aussi parfois des idées pour mettre en place tout ça. Et après, je reçois aussi en consultation individuelle.
Eh bien, merci. Moi, je vais aller de ce pas mettre mes huiles donc du placard où elles sont dans le frigo pour une meilleure conservation. Donc, je vous invite, vous les auditeurs, à tester donc les conseils de Laurine et d'intégrer un petit peu plus ces oméga 3 dans votre alimentation au quotidien. Merci Laurine. Merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.